Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. La semaine dernière, au Parlement réuni au complet avec ses deux chambres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a solennellement ouvert la session d'automne. Le souverain a abordé un seul sujet, le Sahara marocain, aussi bien rétrospectivement que dans ses futures perspectives. Une partie considérable du discours a porté sur ce qui reste à faire pour emporter la reconnaissance définitive et totale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. L'heure est donc à la mobilisation. Et cette mobilisation passe par une meilleure coordination entre les deux chambres du Parlement ainsi que par la sélection des profils les plus adaptés pour aller défendre la cause nationale. Mais le souverain a également évoqué les instances officielles nationales, politiques ou civiles et il a tenu à adresser un hommage appuyé à l'ensemble des forces vives de la nation qui ont contribué et sont appelées à contribuer encore au succès déjà engrangé. Il reste donc du travail à faire, de la coordination à organiser, des diplomaties parallèles à mettre en place et à consolider au Parlement ou ailleurs. Avec nous pour reparler du discours royal, Madame Barka Bouaïda, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aziz, merci pour ton invitation. Merci, marhaba. Alors vous êtes ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères, vous êtes présidente RNI de la région Guilmim-Ouadnoun et vous êtes aussi membre du bureau politique du RNI. Marhaba. Merci d'être avec nous. C'est Abdel Fassi, bonsoir et merci aussi d'être avec nous. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes membre du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal, fraîchement élu, félicitations. Merci. Et vous êtes aussi depuis 2016 député de Fès, merci forcément. Beaucoup. C'est gentil. On est original. Bah oui. Alors, commence par vous, Madame Bouaïda. Si vous deviez décrire ce discours dans son contenu, la tonalité générale, est-ce que vous en avez retenu comme conclusion? Alors, j'ai écouté, comme tous les citoyens marocains, le discours de Sa Majesté à l'ouverture du Parlement avec énormément d'intérêt. J'ai trouvé que ce discours était à la fois déterminé et déterminant. Bien déterminé parce que Sa Majesté retrace, d'abord, tout le discours est axé sur la question du Sahara marocain. Sa Majesté retrace l'évolution de ce dossier, une évolution extrêmement positive et constructive. Et Sa Majesté appelle aussi à une redynamisation de l'ensemble des forces vives pour défendre justement le Sahara marocain et pour non seulement continuer, mais aller beaucoup plus vite et de façon, on va en parler j'imagine lors de ce débat, de façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus osée, je dirais, puisque nous sommes aussi dans nos droits. Il est déterminant parce qu'on sait très bien que le discours d'ouverture du Parlement est un moment important dans la vie politique de notre pays, puisque Sa Majesté donne les orientations politiques de l'année. Et je pense que l'orientation ou le grand titre de l'année parlementaire, et monsieur le député le dira certainement beaucoup plus que moi, serait axé sur la diplomatie, à la fois parlementaire, partisane, mais la diplomatie parallèle en général et la diplomatie marocaine pour la question du Sahara. Si vous y étiez. Oui, tout à fait. Alors, en effet, ce n'est pas la première fois que Sa Majesté parle de Sahara marocain dans un de ses discours à l'ouverture du Parlement. Mais c'est la première fois qu'il ne parle qu'exclusivement de ce sujet-là, sans allusion à aucun autre sujet. Et ça, c'est un élément essentiel. Ça montre l'importance que veut donner Sa Majesté et le message qu'il veut faire passer aux députés et aux partis politiques d'une manière générale, d'inscrire le sujet du Sahara marocain dans l'agenda politique du moment. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Alors moi, je retiens deux choses importantes de ce discours. Le premier, c'est le passage de la phase de gestion à la phase de gestion et changement. Ça, c'est une information très importante. Elle fait référence au modèle de développement dans les provinces du Sud, les projets structurels. On aura l'occasion de parler du gazoduc, etc., durant notre débat, et qui améliore la situation de la population. Et en fait, Sa Majesté considère que nos provinces du Sud sont la base de l'ancrage africain du Maroc. Et donc, le développement en Afrique, il est lié au Sahara marocain et à nos provinces du Sud. Et donc, c'est la vision concrète de ce qu'il veut dire par le passage de la phase de
gestion, à la phase de gestion et changement. Le deuxième élément, c'est le fait de ne plus être dans la réaction. Il faut devenir proactif et anticiper les choses. Et ça aussi, c'est un élément très important. Et là, il faut que les partis politiques, les députés, la diplomatie partisane et parlementaire fassent en sorte de effectivement redynamiser ou dynamiser encore plus leurs efforts en relations internationales et notamment pour, à terme, défendre le Sahara marocain. Mais il faut surtout défendre d'autres sujets aussi pour bâtir des constructions et des partenariats avec les pays. Alors, pour analyser les choses, je vais vous demander de réagir rapidement à cette remarque. Alors, on démarre une séquence d'octobre qui est très riche, qui est emplie de rendez-vous concernant le Sahara. Alors, ça a été le rapport du secrétaire général de l'ONU, ça a été le débat à la 4e commission de décolonisation de l'Assemblée générale, ça va être le vote de la résolution du Conseil de sécurité à la fin du mois. La visite dont on parle du président français annoncée en France, est-ce que annoncée au Maroc, plus d'autres choses qui sont en train de se faire, ça explique un peu quelque part cette redynamisation, telle que vous l'avez si joliment dit, du discours royal? Je pense que oui, en partie. C'est une séquence annuelle qui date depuis plusieurs années maintenant, depuis l'avènement de la MINURSO. Où on a, au mois d'octobre, fin septembre, début octobre, on a une séquence effectivement de rencontres et surtout de rapports qui émanent de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. On a le Conseil de sécurité, on a aussi la 4e commission et tout ça. Mais je pense que cette année diffère à travers principalement je pense que c'est le message de Sa Majesté, diffère pour 2 points. D'abord, l'adhésion d'un certain nombre de pays, et non pas des moindres, non seulement à la cause marocaine, mais à la souveraineté et à la marocanité du Sahara, et donc l'expression claire, notamment de la France, qui est un membre du Conseil de sécurité, sur son adhésion à la marocanité du Sahara et à l'appui au plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine proposée par le Maroc. Et donc tout ça, et bien sûr il y a les États-Unis bien avant, il y a aussi l'Espagne, il y a tous les pays amis qui comptent dans l'échiquier politique international et qui ont donné, je pense, en tout cas pour nous, des éléments de réponse et des éléments d'explication aussi du discours de Sa Majesté. Sa Majesté, je pense, appelle à la fois à redoubler d'efforts, certes, mais il n'y a pas que ça. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les partenaires, les alliés, les autres pays, mais on ne doit pas seulement convaincre, on doit aboutir à des résultats. Et c'est là où il y a tout le changement de paradigme. Je pense que là, on est en train d'aller vers la solution. Il y a une seule solution, il n'y en a pas 100 000, et on doit convaincre tout le monde, on doit obtenir des résultats comme on en a obtenu avec les autres pays comme la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne et autres. Alors, je continue avec vous, Abdelmejid El Fassi, sur cette séquence qui va se terminer avec le discours royal du 6 novembre prochain, Inch'Allah. Et juste après, on entre dans la 50e année de la Marche verte. C'est une date symbolique et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette redite. C'est-à-dire que, véritablement, il y a un effort à faire maintenant, ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est ça que ça veut dire? En fait, le discours de Sa Majesté intervient aussi dans un contexte spécifique, et notamment l'arrêt de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que Sa Majesté a voulu dire aux députés et à la sphère politique d'une manière générale qu'il fallait s'atteler à faire de la diplomatie partisane et parlementaire une focalisation et essayer pour les partis qui ont déjà des partenariats, que ce soit à l'échelle multilatérale ou bilatérale aussi, de s'atteler à redynamiser cette relation. Moi, je pense que nous, en tant que parti de l'Istiqlal, puisque je suis représentant du parti aujourd'hui, nous avons des partenariats historiques. On a une expérience historique solide en termes de diplomatie. Et puis des partenariats aussi avec des pays comme la Chine. On a une relation bilatérale avec la Chine qui date
d'il y a longtemps. Nous sommes aussi dans des mouvements internationaux tels que l'IDC ou tels que l'UDI ou tels que le PPE depuis 2009. Et bien sûr, maintenant, nous sommes avec le RNI, membre du Parti populaire européen. Et je pense que ce sont des plateformes qui sont essentielles pour pouvoir justement aboutir à avoir des résultats. Alors, vous avez réagi sur la question de la Cour de justice. Je voulais vous poser la question. Et aussi sur la diplomatie partisane. Vous avez répondu. Merci. Donc, la parole est à Madame Bouaïda. Sur cette question de Cour de justice européenne, hein, vous connaissez bien le sujet. Vous avez exercé aussi à un moment où il y avait eu des problèmes déjà avec cette Cour de justice. Comment vous voyez cette chose? Écoutez, malheureusement, on sait très bien comment l'Union européenne fonctionne. L'Union européenne est aussi un ensemble d'institutions qui ne sont pas toujours homogènes entre elles. Et effectivement, la Cour européenne de justice a émis cet avis, et qui n'est pas en notre faveur, mais c'est un avis qui est aussi extrêmement politisé, extrêmement partisan. Ce n'est pas du tout un avis objectif, puisque la question est une question politique. Et donc, nous sommes certes surpris, en même temps déçus, parce que on discute avec l'Europe. L'Europe est un partenaire stratégique du Maroc. Et l'Europe l'était, je pense que l'Europe le restera pour l'intérêt de l'Europe, mais aussi pour le Maroc, puisque géostratégiquement, c'est notre premier voisin. Et donc, il y a effectivement, je pense qu'on est amené à nous entendre. Les Européens l'ont bien compris. À la sortie de la décision de la Cour européenne de justice, ils ont tout de suite réagi. On a vu la commissaire européenne, on a vu M. Borrell, on a vu tous les pays, énormément, plusieurs pays membres. Plus que la moitié des pays qui ont réagi spontanément. Absolument. Plusieurs pays membres de l'Union européenne qui ont réagi individuellement. Et donc, moi, ça m'amène à dire qu'il y a un travail à faire aujourd'hui avec l'Union européenne, et la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle extrêmement important, mais il y a aussi un travail à faire individuellement avec les pays d'Europe. Parce que justement, il y a un manque d'homogénéité entre les institutions. On a vu, il y a aussi une remise en cause de certaines institutions européennes. On a vu la sortie, le Brexit, etc. L'Europe ne vit pas son meilleur moment aujourd'hui. Et donc, on fait partie un peu des dommages collatéraux de ce qui se passe aussi en interne en Europe. Il faut rester, il faut continuer à convaincre. Je pense qu'on est extrêmement fort par tous les éléments qu'on a, non seulement par une approche diplomatique, mais aussi par l'approche historique, juridique et autres. On est dans nos droits. Il va falloir juste mieux les expliquer, plus les expliquer, rapprocher les avis et aussi multiplier les actions diplomatiques qui passent par tous les canaux. Pas seulement, il ne faut pas laisser que la diplomatie officielle faire son travail. Il faut l'épauler, il faut être là. Nos juristes doivent parler aux juristes européens, nos jeunes doivent parler aux jeunes européens. Nos parlementaires doivent parler aux parlementaires européens et ainsi de suite. Nos régions doivent parler aux régions européennes. Et tout le monde, vraiment, il faut créer ce dialogue pour pouvoir convaincre. On a tous les éléments. Je pense qu'on manque parfois de communication parce qu'on est tellement convaincu de notre cause, et ce qui est tout à fait vrai, mais il faut aussi pouvoir l'exposer. Au niveau du RNI, Abdelmajid Fessi pour l'Istiqlal a expliqué ce qu'il faisait en tant que parti, ce qu'il faisait au pluriel en tant que parti. Vous, au RNI, comment ça se passe? Et une fois que vous nous aurez dit ça, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a, comme l'a appelé de ses voeux Sa Majesté, cette diplomatie parlementaire ne veut pas uniquement dire la diplomatie de ce parti ou de ce parti-là, mais une diplomatie mutualisée. Donc, est-ce que vous faites au RNI déjà, et après, est-ce que vous avez, après le discours royal, envisagé, vous, de commencer à travailler, pas uniquement les deux partis, mais l'ensemble des partis? Alors, d'abord, au niveau du RNI, bien sûr que la diplomatie partisane est très présente, et la question du Sahara est extrêmement présente. Vous connaissez aussi l'ancrage du RNI dans les provinces du Sud. On est membre, effectivement, du PPE. On a la Fédération des jeunes qui est extrêmement active aussi, et qui a, vis-à-vis de ses homologues
non seulement européens, mais aussi américains, chinois, africains. Pareil pour la Fédération des femmes, on a une fédération des femmes qui est extrêmement active. On a tenu récemment un sommet à Marrakech, le sommet des femmes du PPE à Marrakech, que la Fédération des femmes hérénistes a abrité. On a une commission permanente dédiée à la question du Sahara, qui est présidée par Si Mohamed Ojar, que vous connaissez, et qui réfléchit à la question du Sahara et comment le parti peut être extrêmement actif. Je pense que nos parlementaires sont extrêmement aussi actifs dans les groupes, non seulement dans le groupe parlementaire, mais aussi dans les groupes d'amitié, dans leurs commissions, etc. Et au fait, c'est tout le dispositif de la diplomatie parallèle, partisane et autres, qu'il va falloir justement déployer, mais pas seulement, encore une fois, je pense que le travail que nous demande Sa Majesté quand il parle de la prise d'initiative, d'une approche proactive, etc., c'est qu'on doit aussi aller, ne pas attendre, mais plutôt aller voir les gens et bien préparer nos arguments. Et ça, c'est très important. La préparation des arguments peut paraître comme un détail, mais c'est aussi un détail extrêmement important. Alors, Sa Majesté parle d'expliquer les fondamentaux de la position. Je le cite, les fondamentaux de la position du Maroc doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contre-pied la logique du droit, de dénier les faits de l'histoire. Donc, c'est les fondamentaux diplomatiques que nous connaissons. Je reviens donc à la deuxième partie de la question que j'ai posée à Barka Bouaïda avec vous, Abdelmajid Fassi. Il ne s'agit pas d'y aller en ordre dispersé, mais en ordre groupé. C'est l'affaire de tous les Marocains. Il y a la diplomatie officielle, la diplomatie religieuse, économique, culturelle, tout ce qu'on veut, mais il y a cette diplomatie partisane. Est-ce que vous avez déjà commencé à nouer des contacts entre vous pour partir en groupe et passer le même sujet, les ennuis politiques locaux, mais à l'extérieur? Alors juste avant, un petit mot sur la Cour de justice, très rapidement. Allez-y. Parce que je suis membre de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. D'accord. Et donc, tout d'abord, je peux vous dire que ça n'a pas été une surprise, cet arrêt de la Cour de justice européenne. On s'y attendait, on le savait. Et moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut respecter les décisions de justice. Même quand elles se trompent, il faut la respecter. Maintenant, on peut émettre un avis et une opinion, c'est la liberté d'expression. On peut critiquer aussi, tout en respectant. La Cour de justice européenne, elle est politisée. Elle est politisée. Et puis elle est hostile au Maroc. Et c'est ce qui a donné lieu à cet arrêt aujourd'hui. Et c'est important de le préciser. Maintenant, par rapport au parti politique, le parti d'Istiqlal, directement après le discours de Sa Majesté, a réuni son comité exécutif et a proposé quelque chose. Il a proposé justement la création d'une plateforme entre tous les partis politiques pour essayer justement, effectivement, d'unifier nos efforts. Parce que chaque parti a sa sensibilité, a ses partenariats avec ses alliances internationales, mais chacun fait son travail de son côté. Peut-être qu'il faudrait unifier nos efforts. Et moi, je pense, il y a un terme qui est très important, c'est la coordination. C'est ce qu'il nous faut. Il faut une coordination entre les partis politiques. Concrètement, ça veut dire se mettre autour d'une table, tous ceux qui s'occupent des relations extérieures dans les partis, voir les différents sommets, la programmation qu'il y a. Là, c'est le sommet de gauche, de centre-droit, de droite. D'accord, quels sont les enjeux, quels sont les sujets, quelles sont les questions, qu'on ramène des experts s'il le faut, parce qu'il faut pas oublier une chose. La diplomatie aujourd'hui, c'est une technicité en fait, c'est des dossiers. Aujourd'hui, il faut être capable de parler d'économie, d'énergie renouvelable, de migration, de droits de l'homme, de liberté d'expression. Ça, c'est le cas depuis une quinzaine d'années, quand il y a eu un changement de paradigme et de doctrine diplomatique marocaine qui fait qu'on parle de tout maintenant, et pas uniquement du Sahara. Oui, mais malheureusement, dans la diplomatie partisane et parlementaire, on n'en voit pas toujours des gens qui sont capables de faire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Il faut envoyer des gens qui soient capables
d'argumenter, de parler de tous les sujets. Alors là, vous me précédez, je ne veux pas vous laisser me précéder encore une fois, Abdelmajid Fassi. J'ai un extrait du discours de Sa Majesté que j'aimerais encore lire. Nous appelons à plus de coordination entre les deux chambres du Parlement à ce sujet, en mettant en place des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l'occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux. Il y a des commissions des affaires étrangères dans les deux chambres. Cette phrase du souverain est claire. Ça veut dire que ce n'était pas forcément le cas avant et que maintenant il faudrait peut-être, quand il y a des délégations, quand il y a, dire ce que disait Abdelmajid Fassi maintenant, c'est-à-dire prendre les profils les plus pointus. Si on doit parler juridique, des juristes, si on doit parler économie, des économistes. Non, absolument. En fait, moi, ma lecture ces dernières années, c'est que la diplomatie parlementaire, qu'elle soit à travers les commissions des affaires étrangères ou les autres instances parlementaires, a été très active au moment de crise. Mais quand il n'y a pas de crise, on est un peu plus tranquille. Et effectivement, ces dernières années, on a vu beaucoup plus la diplomatie officielle qui était au devant de la scène, et on a vu un peu moins la diplomatie parlementaire, même si elle était présente aussi. Je pense que le discours de Sa Majesté, encore une fois, on doit non seulement redoubler d'efforts, mais redynamiser toutes ces instances-là, les deux commissions des affaires étrangères des deux chambres. On a la commission mixte Maroc-Union européenne. J'avais il y a très très longtemps la responsabilité de la coprésider. On avait beaucoup travaillé sur tous ces sujets-là, que ce soit la migration, la partie sécuritaire, la partie, bien sûr, la question du Sahara était au cœur de toutes les discussions. Et c'est une plateforme extrêmement importante d'échange entre parlementaires européens, parlementaires marocains, tous partis confondus, où on explique tous les éléments. On explique l'évolution du dossier du Sahara. On fait venir des délégations pour voir, parce que ceux qui voient comprennent beaucoup plus et mieux ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe dans le Sahara marocain. Il y a les groupes parlementaires, les groupes d'amitié qu'il faut aussi activer. Il y a toutes ces instances-là. Il y a les groupes parlementaires régionaux. Il y a l'UPM. Il y a, au fait, tous les forums ou toutes les plateformes d'échange susceptibles de faire rencontrer des Marocains, des parlementaires marocains avec des parlementaires étrangers, qu'ils soient européens, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique ou de l'Asie. Il faut absolument les activer au maximum. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler. Bien sûr, alors, il y a un élément, parce que tu disais, c'est Aziz, il faut avoir des profils pointus. Oui, mais attention, il faut avoir aussi des profils politisés. Et avoir des profils pointus, c'est surtout avoir des gens qui ont la capacité de bien comprendre ces dossiers-là, et à qui on va aussi donner de l'information. Parce que parfois, il y a aussi le manque d'information. Et là, la coordination ne se fait pas seulement entre les partis politiques. Elle se fait entre tous les corps de l'État. Elle se fait entre partis politiques, mais elle se fait aussi avec le gouvernement. Au ministère des Affaires étrangères, il y a un département de diplomatie publique qui est, en général, je pense qu'il est en contact avec le Parlement. Monsieur le ministre vient souvent au Parlement et cette coordination est très importante, à la fois pour alimenter les parlementaires et les partis politiques en général en matière d'information, et aussi pour échanger et pour mieux préparer nos argumentaires en général. Et donc ça, c'est très important. La diplomatie partisane ou la diplomatie, moi ce que j'aime bien plutôt dire la diplomatie parallèle, parce qu'il y a la diplomatie partisane avec tous les corps des partis politiques, la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie des régions, des élus locaux, qui est très importante. S'il vous plaît. Moi, je veux revenir à cette partie de la phrase de Sa Majesté qui est importante. On est sur une séquence qui est importante, très importante, et quand le chef de l'État dit des profils, des délégations, des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations. Ça veut dire en creux que ce n'est peut-être pas le cas et qu'il faut que ça cesse. Absolument, mais c'est ce que je dis. Je dis il faut que ça cesse, ça c'est clair. Il faut avoir des gens qui sont bien préparés, des gens qui ont de la compétence, mais je dis il faut aussi que ce soit des gens qui ont un dialogue politique, un langage politique. C'est aussi très important. Il faut avoir les deux, au fait. À la fois la compétence technique, ou en tout cas la capacité de comprendre l'aspect technique, mais avec un sens politique. C'est Abdelmajid Fassi. Moi, je pars du principe qu'un député est élu, donc il a légitimité populaire, et donc par définition, il est censé être politique, théoriquement. Donc, il est censé. Il est censé. Il est supposé. Mais puisqu'il est élu et il a une légitimité populaire, donc il est censé avoir le sens politique. Ce qui
manque parfois, c'est justement ce côté technique. Il nous faut un technopoliticien. Ça, c'est une expression qui est utilisée de temps en temps, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse allier la technicité, la compétence, un profil pointu, avec le politique évidemment. Et dans le cadre du Parlement, c'est le cas. Et puis dans le cadre des partis politiques, c'est aussi le cas, puisque un parti politique est censé réfléchir, penser le devenir des relations internationales marocaines. Alors, il y a aussi une chose qu'a dite Sa Majesté, pour revenir à vous, Barka Bouaïda. Alors, vous parlez de la formation, du profil politique, du profil du sens politique, de l'information, mais il faut expliquer les fondamentaux diplomatiques. Bon, on les connaît, vous en avez parlé, les 4 grands fondamentaux, souveraineté, cadre de l'ONU, dans le cadre du cessez-le-feu, mais aussi les fondamentaux juridiques, historiques, sociologiques, qui devraient être expliqués. Est-ce qu'il y a des séances de formation dans vos partis pour vos députés, parce que quand vous dites à Mjid Fassi qu'un député est censé avoir le sens politique, c'est pas toujours le cas dans tous les parlements du monde. Vous le savez mieux que moi, dans tous les parlements du monde, vous avez beaucoup de gens qui sont élus, qui n'ont pas véritablement le sens politique, mais qui sont élus parce qu'ils ont une légitimité dans leur circonscription, une popularité dans leur circonscription, ils sont connus dans leur circonscription, mais pas forcément. Question pour vous deux, je commence par vous, Barka Bouaïda, est-ce que vous faites de la formation pour vos députés, de manière à leur expliquer, on n'emmène pas tout le monde à l'extérieur, mais ceux qui partent ont déjà un profil qui peut être valable. Mais est-ce que vous faites aussi une formation? Parce que la question du Sahara marocain remonte à plusieurs siècles d'histoire. Alors ça, c'est une question importante, effectivement, que tu poses à Aziz. Effectivement, le choix des personnes, des membres de délégation, se fait par... en fonction de la connaissance de l'affaire du Sahara. Souvent, c'est des gens soit issus des provinces du Sud ou alors des gens qui connaissent très bien le dossier. Maintenant, il va falloir aussi former de plus en plus. Et je pense que la formation doit se faire au niveau des partis politiques, former les gens sur... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'argumentaire. Donner aux gens tous les outils nécessaires à travers la formation, à travers l'information, pour qu'ils puissent justement défendre à la fois le côté, toute la légitimité de l'affaire du Sahara, qu'elle soit sur le côté juridique, le côté historique et autres. Les gens, bien sûr, connaissent, mais une formation bien structurée, je pense que c'est le moment aussi de pouvoir la dispenser. La question qui gêne, vous êtes membre de la commission parlementaire mixte, ça m'avait échappé, je n'étais pas au courant. Voilà, on en parle. Est-ce que les gens de cette commission, vous connaissez tout le monde, est-ce que c'est véritablement les profils qu'il faut quand ils partent? Vous répondez oui et puis c'est tout. En fait, le Parlement a signé un partenariat déjà avec le ministère des Affaires étrangères pour commencer à faire des formations justement aux parlementaires et à tous les parlementaires, et ça depuis déjà au moins une année. Donc on s'est inscrit dans cette logique de formation que je trouve essentielle. Dans mon parti aussi, pas plus tard que lundi dernier, en réunion de groupe avant la séance plénière, on avait un expert qui est venu et qui nous a donné les tenants et les aboutissants d'un certain nombre de sujets liés au Sahara marocain. Donc c'est très important. Il faut accentuer ça. C'est clair, c'est incontestable. Et je pense que tous les partis politiques ont pris conscience qu'il fallait aller dans ce sens. Très bien. Oui, vous êtes un député qui a le sens politique. Alors, un autre extrait du discours de Sa Majesté, donc c'est sur ce dont vous avez parlé, le gazoduc. Donc nous remercions ainsi aussi tous les pays qui traitent économiquement et sous forme d'investissement avec les provinces sud du Royaume comme partie intégrante du territoire national. Ils accompagnent ainsi la dynamique de développement social, économique et culturel qui est à l'œuvre au Sahara marocain et conforte sa position d'axe de communication et d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. Il place aussi le Sahara marocain au cœur des initiatives continentales stratégiques que nous avons lancées, comme le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le processus des États atlantiques africains, ainsi que l'initiative engagée pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Fin de citation. Un mot, Barka Bouaïda, un mot, Mjid Fassi, sur ces grandes initiatives continentales, qui sont le prolongement donc, du Sahara marocain vers l'interland africain. Écoutez, moi je pense que le Maroc est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. D'abord une très belle connectivité avec notre continent, donc avec l'Afrique, que ce soit à travers le gazoduc. La façade de l'initiative atlantique de Sa Majesté est très applaudie et va permettre aussi de rapprocher encore plus les peuples. Ce qui se passe dans les 3 régions du Sud aujourd'hui est quelque chose
d'extraordinaire depuis 2015, avec l'avènement du nouveau modèle de développement et aussi celui de la régionalisation avancée. Plus de 77 milliards de dirhams investis dans les 4 régions du Sud, avec un développement socio-économique extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, une croissance économique très importante. Alors, je ne peux pas laisser passer l'occasion sans vous poser une question sur la région que vous présidez, oui, qui fait partie de l'une de ces 3 provinces du Sud. Absolument. Écoutez, Guelmim Ouadnoun est en train de changer. La voie express qui relie Tiznit à Dakhla sera certainement inaugurée dans les semaines à venir. Les grands chantiers en termes de logistique, l'infrastructure portuaire, aéroportuaire est fortement présente. L'aéroport de Guelmim est aujourd'hui un aéroport aux standards internationaux. Les 2 ports, que ce soit celui de Sidi Ifni ou de Tantan, aujourd'hui connaissent aussi un développement assez intéressant avec aussi une mise à niveau des 2 ports. On a 3 projets de stations de dessalement, un qui est déjà en cours à Sidi Ifni et 2 dont les études sont en cours de finalisation. Est-ce qu'il y a des investissements étrangers significatifs? Nous pensons qu'il y a des investissements étrangers qui devraient arriver puisque la région aussi se positionne sur les énergies renouvelables et sur l'hydrogène vert, offre un très bon potentiel. On a travaillé pour aussi donner une très belle vision de la région, une vision intégrée. Des précisions ou c'est encore discret? Comment? Vous pouvez donner des précisions sur ces projets ou sur vous préférez ne non, pas? je ne peux pas parce que il y a eu quand même la feuille de route entre-temps, ça viendra j'espère très vite. Mais en tout cas, la région se positionne. L'intérêt des groupes étrangers est exprimé clairement de par plusieurs groupes étrangers. La région se prépare. Et donc, on a effectivement un rattrapage à faire par rapport à l'ensemble des autres régions, même la région de l'Aïoun et de Dakhla. Mais on se prépare, le rattrapage est en cours. Aujourd'hui, on est sur des... au total, on est sur des projets qui dépassent dans leur globalité entre le contrat État-région, le plan de développement régional. On est sur plus de 16 milliards de dirhams à injecter dans la région dans les 3-4 années à venir. On est sur des projets de barrages qui sont en cours de construction et d'autres qui sont terminés. Franchement, il y a un changement qui se profile. On en est très content. Et on a aussi un développement économique assez important, non seulement la partie pêche, mais aussi la partie agricole qui se développe, la replantation du cactus qui va aussi nous permettre de dépasser la crise de la cochenille, etc. Donc il y a un développement clairement dans les provinces du Sud, à commencer, moi je parle de ma région, mais on a vu aussi l'essor économique d'une ville et d'une région comme Dakhla, qui est devenue aujourd'hui une destination touristique incroyable. On a vu aussi l'essor de l'Aïoun. Pour nous, les gens de Guelmim, l'Aïoun est la capitale qu'on souhaiterait avoir aussi à Guelmim. Et donc, tout cela fait que, je pense, l'ancrage du Maroc en Afrique, il se développe. Bien sûr, le port de Dakhla Atlantique est un projet structurant qui va permettre aussi de faciliter ces échanges et d'accroître les échanges. Alors, à partir de là, ça fait plaisir d'entendre une présidente de région aussi habitée et passionnée par sa région, surtout quand ça bouge et qu'il y a des choses qui sont faites. Merci. Il n'y a pas de mal à se féliciter quand les choses se passent bien, n'est-ce pas, Diab? Tout à fait. Alors, il y a les 3 grandes initiatives royales. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Donc, c'est le grand projet de gazoduc, Afrique Atlantique ou Nigeria-Maroc. Il y a le processus des États atlantiques. Donc, cette initiative marocaine sur la mutualisation, la mobilisation de la façade africaine, la façade atlantique africaine, c'est la moitié d'investissement, c'est la moitié du PIB, c'est la moitié de la population globalement. Et puis cette question de favoriser l'accès atlantique au Sahel. Donc ce sont des projets qui sont au-delà du Sahara marocain, qui portent vers l'Afrique. Comment faire pour les rendre plus attractifs et plus visibles, encore plus qu'ils ne le sont? C'est une initiative qui est visionnaire et qui est extraordinaire. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il ne s'agit pas juste pour le gazoduc, par exemple, il ne s'agit pas juste de passer un gazoduc par les 13 pays africains. Non, les 13 pays africains vont bénéficier des bienfaits de ce gazoduc. Parce qu'eux aussi, ils veulent avoir l'accès à l'électricité, au chauffage. Et donc, c'est un projet qui va aider au développement de l'Afrique aussi. Et donc, quand on dit les bienfaits économiques sur ces pays africains, eh bien, ça veut dire qu'il y aura plus de paix, de sécurité et de stabilité dans cette région. Et vous savez très bien que pour les investisseurs, c'est un élément clé.
les investisseurs économiques regardent en premier lieu la stabilité d'une région, avant toute autre chose. Et donc ce projet-là, en ce sens, il est vraiment extraordinaire. Et je pense que nous, députés et partis politiques, devons faire le service après-vente au niveau des différentes structures à l'international pour faire aboutir en termes de marketing ce projet-là. Alors, dernière question pour vous deux. J'ai commencé à en parler en début d'émission. Donc, le 7 novembre prochain, juste après le lendemain du discours royal de la Marche verte, nous serons donc dans notre 50e année après la Marche verte. Si vous deviez, chacun de vous, cibler 2 actions, maximum 3, à faire sur cette 50e année, sachant que le coup d'envoi a quelque part été donné par Sa Majesté dans le discours de la semaine dernière. Vous retiendriez quoi? D'un point de vue diplomatique, économique, ce que vous voulez. 2 ou 3 points. Justement, je parle en tant que président de région. D'abord, je pense que la première action, ce serait d'accélérer la réalisation des projets sur le terrain. Je pense que c'est très important. Et c'est ça, au fait, c'est ça qui... La régionalisation avancée, pour moi, c'est une très belle façon aussi de mettre en place le plan d'autonomie que propose le Maroc. Et donc, accélérer la réalisation des projets, renforcer la diplomatie parallèle, former nos élus locaux. Je pense qu'il faut absolument travailler sur la diplomatie locale et régionale, former les élus locaux, renforcer cette cohésion et puis aller de l'avant pour convaincre. Abdelmajid Fassi. Moi, je dirais tout d'abord que c'est 50 ans de trop. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Et effectivement, ensuite, je pense que le terme coordination, comme je vous l'ai dit durant l'émission, c'est quelque chose d'essentiel. Il faudrait qu'il y ait une coordination entre la diplomatie officielle, parce qu'on en a besoin aussi pour tout ce qui est information et le nombre de contenus qu'a le ministère des Affaires étrangères, et qu'on puisse, nous, diplomatie parlementaire et partisane, qu'il y ait une coordination avec le ministère des Affaires étrangères, et aussi la formation, c'est clair, la formation pour qu'il y ait une mise à niveau et une remise à niveau, pas tous, mais d'un certain nombre de politiques, pour qu'ils puissent aller défendre le Qadiyat Sahara avec tous les éléments en leur possession, tous les arguments, et qu'ils soient capables de convaincre. Je crois que cette année, fin 2024 et cette année 2025, va être l'année du dynamisme, vraiment de la redynamisation, comme vous avez dit. Abdelmajid Fassi, merci d'avoir été avec nous. Barka Bouaïda, merci aussi d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.